Bonjour, je me lasse pas de ce générique. Je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième journée. Pour celles et ceux que je n'aurais pas croisés hier, si vous étiez déjà là. Pour les autres, en tout cas, je suis Stéphane Dairel, le directeur associé de l'agence API. Je suis l'un des 4 co-organisateurs avec ADN Ouest, la CCI dans Saint-Nazaire et le parc des expos, notre hôte ici. On va vivre un atelier JVD avec Bastien Billon de Niji qui va œuvrer et à qui je vais passer le micro. Cette troisième, juste quelques mots, cette troisième édition donc, de Digital Change, on est ravis parce que c'est plus de 3500 participants. On a dépassé, je crois, les 3600 et quelques. Donc ça montre bien qu'il y a une prise de conscience que la transformation numérique devient maintenant un aspect qui est très écouté par les dirigeants et les cadres dirigeants des entreprises. Et c'est pour nous important d'œuvrer dans ce sens-là. Je vais passer tout de suite la main. Passez une bonne journée, profitez-en, phosphorez, écoutez. Des partages d'expériences de dirigeants comme ça, c'est important parce que c'est normalement inspirant et ça vous donne des lignes de conduite qui sont intéressantes. Voilà. Belle journée à vous. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet atelier au titre prometteur, je pense, sur, on va parler Internet des objets, comment JVD, fabricant et distributeur de savon et pas que, vous verrez tout à l'heure, muscle son offre de services grâce à l'IoT et aux plateformes et services. Donc je vais avoir la chance d'animer ce premier atelier de cette deuxième journée. Donc comme l'a dit Stéphane, je suis Bastien Billon, je suis en charge des activités de conseil de Niji dans le Grand Ouest. Niji, pour faire court, on accompagne la transformation numérique des entreprises. On est un peu plus de 800 maintenant et on est un peu partout en France et notamment à Nantes, ce qui explique notre présence ici, partenaire de longue date du Digital Change. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec ces ateliers du Digital Change, l'idée, comme l'a dit Stéphane, c'est un partage d'expérience d'un chef d'entreprise sur sa transformation numérique, d'où vient l'idée et comment il s'est pris pour la lancer, et tout ça aussi appuyé par un regard d'expert de la problématique. Et donc, pour cet atelier, on a la chance de recevoir donc, Thierry Launois, qui est le patron de l'entreprise JVD, que je vais laisser ensuite présenter, et puis Hélène Calvet, qui est en charge du marketing produit des objets connectés chez Orange Application for Business. Donc voilà, honneur aux dames. Hélène, je vais vous laisser vous présenter en quelques minutes. Bonjour à tous, donc Hélène Calvet, donc je travaille au sein d'Orange Business Services. Et je suis plus particulièrement donc, chef de produit sur le domaine Internet des objets pour le marché entreprise. Donc, je m'occupe par exemple de proposer à nos clients des offres packagées en termes d'Internet des objets pour adresser des usages précis et les accompagner sur toute la partie montage d'un projet IoT depuis le choix du device, la connectivité, la plateforme et l'intégration dans l'environnement métier du client. Thierry. Bonjour, Thierry Launois, je dirige l'entreprise JVD. JVD, en quelques mots, c'est une entreprise industrielle du territoire fondée à Rezé et qui est toujours, dont le siège est toujours à Rezé. On existe depuis 35 ans et depuis la création, on conçoit et on fabrique des équipements d'hygiène que vous trouvez dans les lieux publics. Tels que des distributeurs de papier hygiénique, des distributeurs d'essuie-mains, distributeurs de savon. Et on est particulièrement connu en France et en Europe pour nos sèche-mains électriques. On a une deuxième activité qui n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, mais qui est la fabrication d'accessoires pour les chambres d'hôtel. 2 points à savoir, c'est que JVD est une entreprise très internationale, notamment à travers de nos filiales à Singapour, Espagne et Mexique, et on fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Voilà, en fait c'était un point que je voulais compléter. Merci Thierry. Rappel des règles, donc le principe est assez simple, on a 45 minutes ensemble, 35 minutes où il va y avoir un échange entre nos 2 invités, et puis 10 minutes à la fin où on pourra prendre vos questions et du coup apporter des réponses. Et pour ça, pour si vous ne connaissez pas encore, on va utiliser l'outil Evals. Donc il n'y a absolument rien à télécharger. Vous vous connectez sur evals.fr, vous avez le code qui s'affiche devant vous et vous pourrez poser vos questions et elles nous seront transmises à la fin.
Alors, comme le sujet et nos intervenants vont être passionnants, on va peut-être manquer de temps. Et du coup, tout a été prévu puisqu'on pourra. Il y a un after qui est organisé juste après. Et donc, pour ceux qui veulent, vous pourrez poursuivre les échanges avec Thierry Launois dans une salle à côté, juste derrière dans le bocal. Voilà, bon, l'introduction c'est fait, on va rentrer dans le vif du sujet, donc je vais laisser la parole à Thierry Launois. La présentation de JVD a été faite, mais peut-être que ma première question, et on ne va pas suivre le chemin des slides, la première question c'est qu'est-ce qui vous a pris, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va connecter nos objets et pourquoi? Alors c'est un processus qui a démarré il y a un peu plus de 2 ans. Et qui est venu d'un premier constat que nous ont partagé nos clients. C'est que globalement, 70% de l'insatisfaction ou des plaintes d'usagers de toilettes publiques venaient de l'absence de consommables dans les distributeurs de papier ou de savon. Et qu'en fait, c'était source de tracas et en fait, derrière, ça mettait en évidence une difficulté des sociétés de propreté, quelle que soit leur taille, finalement, à être au niveau du service requis par les utilisateurs. Donc il se trouve que nous fabriquons, comme je vous le disais, un grand nombre d'équipements qu'on trouve dans les toilettes publiques. Et l'idée nous est venue de donner la parole, entre guillemets, à ces produits en leur permettant de communiquer une information cruciale, c'était le niveau de consommables disponibles dans ces équipements. C'est pour ça qu'on a, dans un premier temps, décidé d'équiper des distributeurs de savon, distributeurs de papier hygiénique et d'essuie-mains de solutions communicantes. Vous ne voyez pas apparaître actuellement sur le slide nos gammes de sèche-mains électriques, qui représentent quand même notre cœur de business. C'est tout simplement parce que on n'a pas vu la même pertinence pour les usagers en termes d'usage et pour les exploitants de propreté également. Ce qui veut dire qu'en fait, on a complètement focalisé nos efforts sur ce qui crée de la satisfaction client, usager entre guillemets, et c'est ce qui permettait aux acteurs de la propreté de repenser éventuellement leur organisation et leur métier. Alors, il faut m'arrêter, Bastien, parce que je suis intarissable sur le sujet. En fait, je pense que le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est la gestation assez longue de ce projet, parce qu'on a commencé à œuvrer, à investir et à faire des travaux de développement il y a 2 ans et demi, mais on les a étalés volontairement dans le temps. Je pense qu'on aurait pu, en l'espace de quelques mois, aboutir à des produits performants, mais on a vraiment voulu que ces produits trouvent un public qui apporte de la valeur durable. J'ai une expérience passée dans d'autres secteurs d'activité où j'ai observé qu'il y avait un phénomène de mode autour de l'IoT, tout devenait communicant et finalement très peu de produits apportaient une réponse métier. Et donc on a beaucoup interagi avec les professionnels de la propreté, fait des pilotes qu'on appelle proof of concept, parce que précisément l'idée c'était de démontrer de quelle manière les professionnels pouvaient déjà adopter cette technologie. Il ne fallait pas qu'il y ait de rejet culturel, de rejet psychologique. Et on voulait aussi voir de quelle manière ça pouvait influencer les process opérationnels et faire gagner de la valeur opérationnelle à nos clients qui étaient les sociétés de propreté. Derrière, bien entendu, il y avait d'autres réflexions. C'est comment les clients que nous aurons sur ces produits-là peuvent réinventer leur métier, avoir une promesse nouvelle vis-à-vis de leurs utilisateurs, leurs clients finaux, comment ils peuvent réinventer leur contrat de service, comment ils peuvent modifier leur offre tarifaire, etc., etc. Mais donc, on a vraiment, pendant toute cette période, pris soin d'interagir en permanence pour nous assurer qu'on était dans le bon chemin, que ce n'était pas un délire d'entreprise qui voulait se moderniser, qui voulait raconter une belle histoire, et qu'il y avait vraiment un marché à créer, bien entendu, parce qu'on était en première ligne, mais un marché potentiel. Et donc, nos investissements se sont étalés sur cette période et on a régulièrement pris des décisions de type stop and go pour avancer. Pour ceux qui font de l'informatique, ce serait presque assimilable à des méthodes agiles, type Scrum ou des choses comme ça, où en permanence, on se pose et on regarde l'étape d'après.
Bon, alors normalement avec l'agile on va un tout petit peu plus vite, mais il faut savoir prendre son temps. J'ai 2 questions Thierry pour vous, pour que les gens comprennent bien aussi. Peut-être redonner un peu quelques chiffres sur JVD pour que vous compreniez bien aussi qu'on ne parle pas d'une... Alors certes il y a une présence à l'international, mais JVD c'est pas la World Company, vous n'avez pas levé des milliards de dollars pour se lancer dans ce projet. Et donc comment une entreprise telle que la vôtre, au-delà de l'idée qui était finalement assez intéressante d'avoir, comment concrètement on passe d'une idée à un proof of concept, et est-ce que vous pouvez aussi expliquer ce que fait véritablement cette nouvelle offre de service? Oui, avec plaisir. Effectivement. Alors, JVD, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 15 en France. L'activité dans hygiène dont je parlais, c'est à peu près 15 millions. Paradoxalement, on a un effectif qui est assez réduit. On est plus d'une centaine dans le monde, mais on est entre une grosse quarantaine en France. Ça signifie finalement, alors on est assez peu nombreux parce qu'on a une stratégie qui repose de vente qui repose sur des réseaux de partenaires qui donc eux prennent à leur compte la commercialisation. Finalement, c'est assez peu de moyens parce qu'on a notre usine, on fabrique, on conçoit des produits, etc. Donc moi, je pense que l'histoire de JVD, ça illustre la capacité d'une entreprise qui est déjà confrontée à des enjeux de service, à une dette vis-à-vis de ses clients, qui tous les jours doit expédier quelques semi-remorques de produits et qui en même temps trouve le temps pour faire ça. Donc c'est possible, c'est possible. La solution que l'on a prise, c'est de travailler dans une logique d'ouverture avec des partenaires technologiques, en l'occurrence bureaux d'études électroniques et bureaux d'études spécialistes de l'IoT. Le territoire en propose pas mal, et ceux qu'on a choisis étaient du côté d'Angers, ça ne va pas surprendre les professionnels de l'IoT. Et je dirais ce qu'on a d'abord apporté, et qui aujourd'hui, on s'en rend compte avec l'intérêt que nous accorde un certain nombre de partenaires, ce qu'on a apporté, c'est notre compréhension des métiers. Compréhension de ce qu'était des toilettes publiques, ce qu'était le monde de l'hygiène, ce qu'était des parcours clients, et notre capacité à dialoguer avec les professionnels, sans histoire particulière dans le monde de l'IoT. Et donc à partir de là, on a mis l'IoT non pas comme un Graal, mais on a considéré l'IoT tout simplement comme un outil technologique, un univers qu'on pouvait s'offrir, comme depuis déjà un paquet d'années, on met des cartes électroniques dans nos sèche-mains électriques. Et ben on s'est dit, on va juste s'appuyer sur des professionnels qui vont nous aider, on va travailler en équipe et on va amener tout ce qu'on a compris et on va développer ces produits-là. C'est pour ça que ça nous a permis de travailler en mode agile. Alors, ensuite, il y a des enjeux quand même, hein. Il y a des enjeux métiers. Parce que cet univers nous fait basculer quand même dans le monde du service. C'est-à-dire que quel que soit le modèle de facturation que vous retenez, globalement, vous avez non plus la responsabilité de sortir de votre atelier, chaîne de fabrication des produits que vous expédiez et puis d'assurer juste le SAV. Il faut vous assurer que les produits peuvent être installés sur des sites éligibles. Il faut que vos partenaires soient aguerris à ce genre de technologie. Et ensuite, il faut assurer un service continu sur la durée du contrat et offrir des interfaces d'exploitation qui reposent sur du développement logiciel que vous trouvez hébergé sur des serveurs dans le cloud. Donc il y a quand même, je dirais d'une certaine côté, il y a une facilité à s'appuyer sur des professionnels pour démystifier l'accès à la technologie. Et en revanche, il faut avoir conscience que du point de vue culturel ou métier, il y a quand même un point d'inflexion qui se passe. Ça veut dire qu'on n'est plus juste industriel, on est des gens qui doivent faire fonctionner des serveurs, assurer un taux de disponibilité permanent de la prestation, avoir des interfaces logicielles sous forme de dashboard qui répondent bien aux besoins des utilisateurs. Et ça veut dire que régulièrement, il y a des utilisateurs qui vous disent « Mais est-ce que vous avez pensé à mettre une app? Est-ce que vous avez pensé à telle information, tel paramétrage ?» Donc régulièrement, on a commencé déjà, et ça va être notre histoire dans le futur, à créer des nouvelles releases, nouvelles versions logicielles. Donc voilà. Donc je pense que ça, c'est l'enjeu qu'il faut avoir à l'esprit. L'accès à la technologie, la capacité à collaborer avec des partenaires extérieurs est rendu d'autant plus facile qu'on sait quel est le rôle que l'on doit avoir
en tant qu'industriel et quelle est la connaissance que l'on apporte, c'est-à-dire la compréhension des métiers. Merci. Une question sur le... Vous avez signifié là, que vous aviez fait appel à des entreprises locales pour vous accompagner. C'était un choix ou c'est un hasard, sachant qu'en plus, comme vous avez des intérêts en Asie, c'était peut-être plus facile d'aller faire tester tout ça en Asie? Alors c'était un choix délibéré. Je pense que pour l'instant, ce choix nous convient bien et nous a permis de réussir ces premières étapes. Hein. Je pense que ce n'est pas un choix dogmatique et peut-être qu'un jour, on intégrera des technologies venues d'Asie. Donc, c'est un choix, je dirais, un peu de cœur aussi déjà, parce que nous, en tant qu'industriels, on aime bien collaborer avec des entreprises du territoire, que ce soit en injection plastique, en sous-traitance électronique, dans bien des domaines. À la fois, c'est sympa de savoir qu'on est un acteur qui contribue à la vie économique du territoire, et puis aussi parce que c'est tellement plus facile d'avoir des échanges physiques, de prendre sa voiture, d'aller voir un sous-traitant, de dialoguer, de se comprendre, au-delà des outils de communication modernes. Voilà. Et j'ai envie de dire quand même, il y a quand même un savoir-faire en électronique, que ce soit sous-traitance électronique ou que ce soit compétences IoT sur le territoire, qui est une richesse fantastique. Que beaucoup de pays, y compris des territoires en France, peuvent pas, malheureusement, dont ne peuvent pas bénéficier. Pour être sûr que tout le monde comprenne bien, est-ce que vous pourriez décrire concrètement le test que vous faites en ce moment à Marseille, si j'ai bonne mémoire? Oui, alors on a plusieurs expérimentations. D'ailleurs, certaines deviennent désormais internationales. Celle qui nous a le plus apporté, qui a été la plus longue, c'est celle à l'aéroport de Marseille. Avec un partenaire qui était une des plus grandes sociétés de propreté en France, probablement la plus grande, qui s'appelle Honnête. On a équipé en fait l'aéroport d'un grand nombre de quelques dizaines d'équipements de ce type. La première satisfaction a été de voir une bonne appropriation de l'outil par les utilisateurs, les agents de propreté. Ce sont des personnes dont la qualification est pas forcément très élevé. Ce sont des gens qui... Le métier de la propreté est un métier de ressources humaines et de process probablement, mais ce n'est pas un métier qui s'est déjà digitalisé comme l'ont déjà fait d'autres métiers. Donc, premier constat, c'est que les utilisateurs se sentaient valorisés dans la mise à disposition de ce genre d'outils, les ont adoptés. Et puis ensuite, on a vu que ça facilitait la vie des équipes, tous les process opérationnels d'Honnête. Et puis, la grande démonstration, c'est qu'il n'y avait plus d'indisponibilité de consommables dans les toilettes qui étaient équipées. Donc, je dirais, le pari était gagné. Après, encore une fois, on a délibérément fait un pilote très long parce qu'on apprend énormément à chaque réunion de travail sur comment les usagers vivent et les professionnels vivent le sujet. Merci. Hélène, Thierry Launois nous expliquait qu'il a fait le choix de travailler avec des partenaires. Ce n'est pas la seule façon de se lancer dans l'IoT. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur les différentes options à prendre et les avantages et les inconvénients que peuvent avoir ces deux options? Oui, tout à fait. Je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Faire soi-même ou travailler en mode, on va dire... made ou bien travailler en approche où on va essayer de coller une solution sur étagère et l'intégrer dans notre environnement. Alors, si pour les clients qui veulent se lancer dans l'IoT, qui veulent essayer de faire par eux-mêmes, j'allais dire, en réunissant les compétences nécessaires, les principaux avantages, je dirais le premier, c'est que vous maîtrisez toute la chaîne. C'est-à-dire que vous êtes maître de votre production et maître aussi des évolutions sur votre produit. C'est important, vous maîtrisez votre propre roadmap. Donc, si par exemple, l'un de vos clients vous demande aussi, par exemple, une évolution fonctionnelle, de personnaliser un élément par rapport au service, au produit que vous vendez, vous saurez plus facilement répondre. Vous avez une capacité d'adaptation au marché qui est plus importante et une réactivité par rapport aux demandes du client qui sera vraiment présente comparativement à si vous faites appel à une société, vous allez plugger une société du marché directement dans votre système. Voilà, donc ça c'est le premier élément. L'avantage quand on fait soi-même aussi, c'est qu'on peut se différencier par rapport à la concurrence.
Cette différenciation, on peut la décliner sous différents axes, je dirais. Le premier axe, c'est qu'on peut se différencier par rapport à un design. Je donne un exemple, mais par exemple, on peut avoir un objet communicant, on a besoin qu'il soit très discret dans l'environnement, versus on veut qu'il soit hyper visible, parce que justement, on veut que les utilisateurs le voient pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, vous allez pouvoir adapter le design par rapport à votre besoin. Vous allez pouvoir aussi vous différencier fonctionnellement par rapport à tout ce que vous allez embarquer comme fonctionnalité dans le logiciel en tant que tel de votre objet. Je crois savoir aussi que côté JVD, vous aviez, Thierry, développé aussi un bouton, je crois, où vous pouvez horodater le personnel, etc. et avoir la satisfaction de vos usagers. Donc, typiquement, les fonctionnalités permises par ce bouton, elles sont nativement intégrées et c'est vous qui avez fait ces choix et c'est pour répondre vraiment à vos propres besoins que vous l'avez identifié. Donc, je pense que ça, c'est important. Et puis, quelque part, quand on fait tout soi-même, on s'économise des intermédiaires, donc quelque part, la marge est plus confortable. Par contre, quand on fait soi-même, j'allais dire que la principale contrainte, sans parler d'inconvénients, c'est qu'il faut avoir le temps. Parce que créer un objet connecté de toutes pièces, il y a quand même plusieurs phases à respecter. Et il faut compter 12 à 18 mois pour bien faire les choses. Donc, il faut quand même avoir le temps nécessaire pour bien déployer son projet, bien le concevoir. Il y a des étapes qui sont indispensables, c'est-à-dire qu'au-delà du prototypage d'un objet, il ne faut pas croire que là, tout est gagné, tout est réussi. Une fois qu'on a un prototype, il faut réussir à l'industrialiser. Et cette industrialisation, c'est ce qui prend le plus de temps. Parce qu'il faut tout spécifier par écrit, comment vous allez assembler votre objet, quels composants électroniques vous allez mettre dessus, comment vous allez gérer votre chaîne d'assemblage, quels tests vous allez faire sur votre chaîne de production. Et ça prend énormément de temps, mais j'allais dire que le diable est dans le détail, mais votre objet, en fin de chaîne de production, ça doit être du zéro défaut. Et donc, il faut être intraitable là-dessus parce que vous avez des consommateurs, des usagers derrière qui vont utiliser votre produit. Et donc, ça prend beaucoup de temps de fiabiliser un objet, aussi bien donc, sur la partie logicielle que hardware. Et vous avez aussi toutes les certifications à envisager. Donc, ça prend du temps. C'est également plus coûteux parce que vous avez des investissements à faire au début. Donc, il y a quand même, en termes de CAPEX, j'allais dire, il y a quand même une sortie importante. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans votre business plan et dans la stratégie de l'entreprise en tant que telle. Donc, inversement, vous pouvez tout à fait faire appel à un partenaire qui va vous proposer une solution, j'allais dire, plug and play. Et vous avez juste à l'intégrer dans votre environnement. Donc, évidemment, c'est moins coûteux au démarrage, c'est plus rapide. Par contre, il faut être sûr de trouver une solution qui corresponde 100% à votre besoin. Et c'est là où c'est difficile. Parce qu'en général, on est plutôt sur une logique intermédiaire où on doit prendre une solution et essayer de personnaliser cette solution, notamment au niveau logiciel, pour répondre à toutes les fonctionnalités. C'est vraiment ce qu'on observe sur le marché. Et du coup, vous allez rentrer dans un jeu de négo avec un partenaire, un fournisseur, pour arriver à le convaincre de dire écoutez, moi, 80% de votre produit, il m'intéresse, de votre solution, mais j'aimerais adapter 20% du reste. Et là, si vous en face, vous n'engagez pas des volumes sur l'IoT, ça va être très difficile parce qu'on est encore sur des volumes qui restent quand même très, très raisonnables. Donc, il va falloir prendre des engagements. Et de la même manière, si vous avez des clients, vos propres clients ou que les clients de JVD veulent des adaptations du produit, il faut être sûr, j'allais dire, de pouvoir aussi convaincre votre partenaire et votre fournisseur de vous les faire. D'accord ? Donc, vous allez encore rentrer dans un jeu de négo. Donc, c'est bien d'avoir la main aussi quelque part sur votre produit. Donc, en conclusion, ce que je dirais, c'est que si vous êtes sur un produit qui est très mature, où il n'y a pas beaucoup d'évolution dans le temps, autant faire appel à une solution sur étagère. On est plus dans une logique de commodities. Inversement, si vous avez besoin de vous différencier de la concurrence, vous avez besoin de maîtriser votre produit et que vous avez du volume aussi derrière, parce que comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'investissement à la base, il vaut mieux effectivement partir soi-même et tout orchestrer de bout en bout. Par contre, indépendamment de ces deux démarches, il y a 3 points essentiels que je dirais. Le premier, c'est que, il faut avoir des compétences quand même au sein de l'entreprise et il faut quand même les développer, ces compétences. La première, c'est une compétence en électronique. La deuxième, c'est en logiciel. Et 3, il faut être intraitable sur tous les aspects de contractualisation, aussi bien avec des sous-traitants qu'avec des partenaires. Et ça, c'est très important.
Et le dernier point, c'est les tests. Parce que effectivement, vous fassiez appel, j'allais dire, à une usine qui est en France, dans la région ici présente, où vous fassiez appel à une usine en Chine ou à un partenaire qui va vous dire « moi j'ai déjà 3 000 ou 3 millions de clients », il faut quand même tester les produits. Et ça prend du temps et c'est vraiment un point essentiel de faire des tests fonctionnels in situ et voire plus faire des tests en laboratoire pour être sûr que lorsque vous mettez votre service et votre solution sur le marché, elle soit vraiment fiable. Voilà. Merci Hélène. Du coup, ça fait la transition, vous en avez parlé, sur la partie obstacles. Vous avez commencé à expliquer qu'il y a un certain nombre de choix à faire. Comment on fait quand on est une entreprise comme JVD pour faire ses choix, sachant qu'on n'a pas forcément toutes les compétences, qu'on se lance dans un projet qui est très engageant pour l'avenir de l'entreprise et que ces choix, ça va être compliqué, notamment, je pense à des choix de technologie, de faire marche arrière. Une fois qu'on a déployé des choses, c'est un peu compliqué. Comment vous avez appréhendé ça? Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi où vous en êtes aujourd'hui? Parce que je crois savoir que le lancement commercial est proche. Alors les obstacles, il y a les obstacles réels et puis après il y a l'appréhension du vide, hein. Mais ça c'est une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme c'est évoqué à l'instant, enfin, l'IoT, on parle de milliards d'équipements installés. Dans chaque domaine, les volumes sont encore un peu confidentiels. On n'est pas sur des grandes échelles de produits, etc. Donc il y a l'obstacle. Premier, c'est créer une culture. C'est une démarche entrepreneuriale au sein d'une entreprise qui est déjà installée sur son marché. Donc, je pense qu'il faut accepter cette notion de prise de risque supplémentaire qui s'invite, comme probablement toutes les entreprises le font, mais il y a quand même un brouillard plus important parce qu'il n'y a aucune preuve que le marché, au début, recevra la technologie et les usages. Ensuite, l'IoT. Alors l'IoT, je pense que je préfère leur préciser, c'est qu'on parle d'équipements qui vont communiquer sur des réseaux dédiés basse fréquence, que ce soit sur des protocoles LoRa ou des réseaux type Sigfox, enfin réseau Sigfox. Mais c'est aussi l'IoT, c'est aussi l'usage du Bluetooth ou du Wi-Fi. Hein. Donc il y a pas mal de choix de communication possibles. Première question, c'est quoi le choix que je fais? Mon produit doit parler, très bien, mais à qui il remonte l'information et sous quelle forme? Et là, il y a 2 ans et demi, ce n'était pas évident pour nous de savoir est-ce que entre Sigfox et les technologies LoRa, est-ce qu'il fallait sur du Wi-Fi, du Bluetooth voilà. Nous, on avait imaginé que nos produits, finalement, pour des différentes raisons, on a considéré que nos produits devaient utiliser la technologie LoRa parce que ça nous permettait de créer un réseau privé dans un bâtiment et aussi de passer sur un réseau opéré par un opérateur tel qu'Orange ou Bouygues Télécom en France. Donc ça, c'était le premier choix. Maintenant, une fois que vous avez fait ce choix, alors aujourd'hui, des opérateurs, je crois qu'Orange annonce 90 ou 95% de couverture du territoire sur ce genre de solution. Bouygues probablement un petit peu moins. On peut se dire que c'est suffisant pour le lancer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance où sont nos clients. Et quand vous rendez un service qui consiste à donner de l'information, qui facilite la vie des usagers pour éviter qu'ils se déplacent n'importe comment à certains endroits, faire des kilomètres pour réapprovisionner du savon ou du papier toilette, on ne sait pas si le distributeur en question, il est sur une aire de station-service, il est sur des toilettes d'un conducteur de tram ou s'il est dans un bâtiment public où passent tous les jours des agents de propreté. Donc, on peut avoir 95% de couverture annoncée. Ça ne veut pas dire qu'on a une promesse de service 100% vis-à-vis de nos clients. Donc, il y a toute cette question du réseau qui s'est posée. Parallèlement, quand on a commencé il y a 2 ans et demi, et puis déjà avant on en parlait, l'émergence des réseaux 5G qui était un peu le serpent de mer, dont on a reparlé, notamment à Las Vegas récemment encore beaucoup. Est-ce qu'on fait un bon choix? Est-ce qu'il ne faut pas attendre la 5G, etc. etc. Donc ça, c'est une des obstacles. Je pense qu'il était là-dessus. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, là, c'est un projet de ce type. Il se conduit quand même avec une énergie entrepreneuriale. Il faut accepter l'incertitude. Donc nous, ce qu'on a décidé pour gérer l'incertitude, c'est d'avoir des temps de développement courts et des temps de réinvestissement réguliers pour adapter nos efforts à la réalité du marché et de l'évolution de la technologie.
Dans les obstacles, est-ce qu'il n'y en a pas un aussi comment j'embarque mes équipes? Ça fait 30 ans que JVD concevait et avait le même métier, et là vous partez dans une aventure qui peut être plus grosse que vous. Comment on embarque toute l'entreprise? Je pense que d'abord c'est un projet enthousiasmant et qu'il ne faut pas surestimer les freins à l'adoption de... les photos sont interdites, monsieur. Ouais. Excusez-moi, c'est une petite blague privée. Les équipes, en fait, assez globalement. Maintenant, on entend dans les entreprises, naturellement, la clé du changement, c'est une communication permanente. Sur ce sujet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on bascule quand même d'un métier traditionnel industriel où on doit fabriquer en volume des produits qu'on expédie tous les jours, on assure la garantie, à un univers de services, de relations longue durée, de maintien d'un taux de service, de monde logiciel, etc. Le choix qu'on a fait, c'est de recruter quelques personnes qui avaient une double culture, industrielle, technologie et service. C'est-à-dire qu'on n'a pas révolutionné l'entreprise, hein, on n'a pas créé un département dédié avec des gens issus de cet univers. C'est-à-dire que sur les compétences nouvelles qu'on a intégrées à différentes occasions, que ce soit un départ à la retraite, que ce soit un renforcement de la structure, on essayait d'avoir des gens pluridisciplinaires avec une vision assez complète du sujet, tout en veillant à ce que ce soit des gens aussi qui aient les pieds sur terre en matière d'univers industriel et de ce qui est conception, fabrication de produits. Donc je pense qu'on a réussi de ce point de vue-là. Alors bon, il se trouve que moi j'ai un passé dans les télécommunications qui m'a probablement aidé, mais je ne suis qu'un des modestes acteurs du projet. Mais on a un patron du marketing qui nous a rejoint et qui lui-même avait un long parcours dans les technos. Et de cette manière, je dirais, on se crée une double culture, mais dans la douceur, avec beaucoup d'explications auprès des équipes, de manière à réussir ce mouvement. Alors, vous posiez la question de la commercialisation. Après 2 ans de développement et une année charnière d'expérimentation sur le terrain, notamment à l'aéroport de Marseille. Aujourd'hui, on est passé en phase de pré-commercialisation, c'est-à-dire qu'on a finalisé quelques accords, ou sommes en train de finaliser quelques accords commerciaux majeurs en France ou à l'international, avec des partenaires qui vont très prochainement intégrer cette technologie et nos services dans leur offre à leurs clients finaux. Merci. Hélène et Thierry l'a évoqué, c'est vrai, et vous en avez parlé, il y a des choix structurants à faire quand on est une PME ou une start-up ou une ETI et qu'on n'est pas forcément, on n'a pas un gros passif dans les télécoms. Comment on fait pour discuter avec des gens comme Orange par exemple, où toutes les technos ont des avantages et des inconvénients, mais à un moment il faudra quand même faire un choix. Comment on fait ? Oui, mais je comprends très bien ce que Thierry a expliqué. C'est difficile de s'y retrouver dans cette jungle de technologies de réseau. On parle aujourd'hui d'hyperconnectivité, tellement il y a de réseaux aujourd'hui qui sont offerts et proposés. Donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, à chaque usage correspond un réseau qui est plus approprié qu'un autre. Donc, c'est important de se repositionner toujours. Donc, quel est l'usage ? Et il y a des critères fondamentaux qui vont nous permettre, en fonction de votre projet, de vous orienter vers tel ou tel réseau. Les questions fondamentales qu'il faut se poser, la première, je dirais, c'est quel est l'environnement ? Est-ce que vous êtes dans un environnement urbain-rural ? Est-ce que vous êtes dans un environnement intérieur ou extérieur ? Dans un environnement éventuellement qui est métallique, qui va imposer certaines contraintes par rapport aux ondes radio. Le deuxième critère, je dirais, c'est le poids de la donnée. Est-ce que ce que vous remontez, c'est quelques octets ou est-ce que, par exemple, il y a de la voix ? Donc, dans le cas de JVD, par exemple, vous, c'est plutôt des faibles octets, je pense, dans ce que vous remontez en termes de données. Des petites quantités de données produites par des équipements qui peuvent être logés à des endroits très excentrés dans le bâtiment. Il fallait une longue portée pour des petites quantités de données transmises à des moments différents de la journée. Et ça me permet de faire la transition sur le troisième critère, qui est effectivement l'autonomie des objets, parce que comme ils sont à distance et vous n'allez pas intervenir tous les jours pour aller voir, pour les recharger, typiquement, il faut qu'il y ait une certaine autonomie de l'objet à distance qui dure par exemple entre 5 et 10 ans.
et qui évite effectivement d'aller recharger régulièrement et d'intervenir sur site. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, je dirais, c'est la criticité aussi de cet usage. Bon, là, il n'y a pas de criticité pour votre use case que vous nous avez décrit, mais parfois, il peut y avoir. Donc, quelles sont les vulnérabilités associées à cet usage et quelle est la probabilité liée à cette vulnérabilité? Auquel cas, il y a des réseaux qui sont plus secures que d'autres. Il faut se poser aussi des questions par rapport au temps réel, au temps différé, par rapport aux informations que vous avez besoin de collecter. Et parce qu'un objet, ça permet de remonter des informations vers le réseau, mais aussi le réseau peut envoyer des données vers cet objet. Donc, est-ce que vous avez besoin que ça communique aussi dans les deux sens ou pas, en temps réel ou en temps différé? Il y a également le critère de la mobilité. Est-ce que votre objet il doit se déplacer? Auquel cas, s'il se déplace, quelque part, il va consommer aussi potentiellement plus d'autonomie parce qu'il va chercher à capter le réseau. Donc tout ça, c'est des critères qui sont très importants, qui vont conditionner le choix d'un réseau ou d'un autre. Alors en termes de réseau, il y en a beaucoup. Il y a les réseaux que vous connaissez tous parce que c'est ceux que vous utilisez avec vos téléphones portables, 2G, 3G, 4G, bientôt 5G. Et puis il y a des réseaux qui sont dédiés à l'Internet des objets. On entend parler de Sigfox LoRa, donc vous avez fait le choix par exemple du LoRa. Il y a maintenant le réseau LTE-M aussi qui commence à se déployer en France. Et puis NB-IoT aussi qui est un autre réseau. Donc je dirais que pour des usages qui ont une autonomie de l'objet qui doit être longue et qui ont un poids de données très faible, on va plutôt s'orienter vers des réseaux type LoRa Sigfox. Si vous augmentez dans le débit, vous allez plutôt passer sur des réseaux type 3G ou LTE-M. Et par exemple, qui ont besoin de voix, par exemple. Et si, par exemple, demain, vous avez des usages avec de la vidéo, parce que ça aussi, on peut l'envisager avec l'IoT, on va plutôt aller vers, effectivement, des réseaux comme la 5G. Mais tout ça reste de la théorie, comme vous l'avez dit, parce qu'à côté de ça, il y a la vraie vie. Donc, nous, en tout cas, moi, ce que je conseille quand vous devez déployer un projet IoT, c'est de vérifier votre couverture. Aujourd'hui, les opérateurs de connectivité proposent en ligne des outils qui permettent de saisir directement la rue, l'adresse et d'avoir la carte de couverture détaillée de la zone là où vous avez besoin de déployer. On propose également des testeurs de couverture réseau. Donc, là où vous voulez aller déployer, typiquement, vous pouvez prendre ces testeurs, aller sur place et vérifier. Et si vous avez des trous de couverture ou des doutes, il y a l'option qui a été choisie par JVD qui est tout à fait pertinente, en tout cas pour le LoRa, c'est de rajouter, de densifier le réseau public déjà existant par ce qu'on appelle des nano-gateways qui viennent densifier localement un réseau et qui permettent effectivement d'arroser en local une zone prédéterminée. Voilà. Vous vouliez rajouter Je voulais juste rajouter un élément, c'est que le choix du réseau est quelque chose qui s'anticipe, qui ne se fait pas au moment où on veut commercialiser le service, parce qu'en fait, il peut avoir une incidence sur le choix des composants électroniques, et donc la composition, le design de la carte électronique. Et ce qui requiert d'avoir de longues discussions avec des professionnels, que ce soit Orange ou des experts du sujet. Oui, puis il y a des conséquences aussi sur le modèle économique, parce que le tarif n'est pas le même, et sur les opérations, parce que derrière, selon l'autonomie et la configuration, vous avez fait le choix de rajouter une gateway. Si ce n'est pas anticipé, on se retrouve un peu coincé quand même. Avec une nuance qui a été évoquée, et je ne sais pas si vous êtes familier avec, c'est qu'on parle de réseau opéré ou de réseau propriétaire. Vous me confirmez ou non, hein, mais si j'utilise les bons termes. Mais réseau opéré, ça veut dire qu'un opérateur de réseau de télécom, tel qu'Orange, propose une offre de service de bout en bout pour véhiculer la donnée sur son propre réseau. Donc là, c'est les réseaux que vous connaissez, vous payez un abonnement. Mais vous avez aussi la possibilité de créer un réseau propriétaire, c'est-à-dire vous installez à un endroit particulier un équipement actif, la fameuse gateway, qui concentre tous les flux de vos équipements avant de les transmettre sur le réseau télécom opéré. Là, dans ce cas, vous n'êtes pas forcément obligé que cette gateway utilise des réseaux IoT. Typiquement, le choix qu'on a fait chez JVD, c'est qu'à l'intérieur d'un bâtiment, nos produits communiquent avec le protocole LoRa vers cette fameuse gateway qui elle-même remonte vers Internet les données sur notre serveur dans le cloud par un réseau 4G. Alors parfois, on a des équipements qui sont dans la nature, sur un site isolé,
une aire d'autoroute, des toilettes d'une aire d'autoroute. Et dans ce cas, on ne va pas installer la fameuse gateway. L'équipement va communiquer directement sur le réseau opéré, ce qui va nous éviter d'installer un équipement actif, de chercher un raccordement électrique, etc., etc. On a commencé à en parler. La data, vous allez, comme ça va être un succès, collecter plein de data. C'est le nouvel or noir. Vous allez en faire quoi, toutes ces data? C'est effectivement une considération qui est très à la mode. Comme je le disais, nous, on a été animés depuis le début par la volonté d'offrir une solution technologique qui permette aux professionnels de la propreté de se réinventer leur processus, réinventer leur offre de service, leur modèle tarifaire à leur clientèle. Je dois vous avouer, et j'espère que ce n'est pas une faiblesse dans notre système, hein, mais c'est qu'on ne s'est pas posé la question de collecter un maximum de données qu'un jour on valorisera. On s'est dit qu'on allait remonter des données, qu'on va contextualiser et qu'on va livrer sous forme d'interface facile d'utilisation pour les professionnels. Alors, il y a un équipement qui n'est pas visible là, qui est la dernière génération qu'on est en train de tester, qui sera commercialisé sous peu, qui est un boîtier multifonction qui est installé à l'entrée des toilettes et qui permet de compter la fréquentation des toilettes, qui donne une idée de la nécessité de réintervenir sur le site pour le nettoyer, qui mesure aussi la satisfaction avec un bouton satisfaction et permet aussi la traçabilité des interventions du personnel. Pourquoi j'évoque ça? Parce que ce sont effectivement des données supplémentaires et qui potentiellement demain seront complétées par d'autres capteurs qu'on a prévu d'installer dans ces produits. Donc on voit qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'une intention première qui était de dire réglons ce fameux problème du manque de consommables dans les distributeurs qu'on trouve dans les toilettes, qui est une source de préoccupation pour les usagers et les exploitants. On est parti de là et finalement on a une solution complète qui nous fait basculer dans un univers beaucoup plus prometteur qui est le monde du smart cleaning. C'est rendre la propreté et l'hygiène intelligente, c'est-à-dire organiser des interventions appropriées, limiter le mouvement du personnel, créer de la satisfaction client et offrir un service avec des niveaux de garantie permanents. L'heure tourne. En guise de conclusion, on a sûrement dans la salle des gens qui réfléchissent à se lancer dans l'IoT ou même qui ont déjà testé. Quels conseils vous leur donneriez là s'ils devaient se lancer dans une réflexion, partir il y a 2 ans et demi pour vous? Mais je vais me répéter un peu parce que je suis extrêmement convaincu de ce point. C'est de s'assurer que l'offre de services que vous avez l'intention d'amener va créer vraiment de la valeur pour les usagers ou pour les exploitants et une valeur durable. Et du coup, à partir de là, faire en sorte que vous amenez une solution appropriée qui repose bien sur les préoccupations des professionnels. Ça ne sert à rien d'essayer d'imposer de nouveaux modes de travail. En fait, nous, on considère qu'on n'est ni plus ni moins au service des gens qui font la propreté du jour toute la semaine. Et c'est en les écoutant beaucoup qu'on définit les usages appropriés et donc les technologies qu'il va falloir. Deuxième point, je suis toujours un peu long, désolé, c'est d'essayer de trouver par rapport à ce que sont vos organisations le bon mode projet qui vous permet d'avancer sans vous précipiter, qui permet d'étaler dans le temps les investissements et d'avoir régulièrement des phases de décision pour accélérer, ralentir, voire stopper. Parce qu'on est sur des marchés qui sont mouvants, et je trouve que l'intérêt de la démarche qu'on a eue, c'est qu'elle nous a permis d'embarquer les professionnels et de recueillir au fur et à mesure du développement un maximum de retours marché et de vraies données du terrain. Hélène, vous voulez ajouter un conseil ? Non, mais je dirais que le témoignage de JVD était intéressant de tout point de vue parce qu'en fait, votre projet illustre bien les 2 bénéfices induits par l'Internet des objets pour une entreprise. La première, c'est d'améliorer sa performance opérationnelle. Et le deuxième bénéfice, c'est de développer du service vers ses usagers ou ses clients. Et à travers le projet que vous avez déployé, on réunit quelque part les 2 bénéfices en un.
Donc, je trouve que c'est très bien. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que si vous, en tant qu'entreprise, vous posez des questions sur savoir qu'est-ce que peut m'apporter l'IoT par rapport à l'activité que j'exerce actuellement, il y a des questions clés à se poser. Typiquement, est-ce que vous gérez un parc d'équipements aujourd'hui? Est-ce que vous avez de l'intervention aujourd'hui de personnel qui interviennent sur site pour voir quel est le bon état de fonctionnement ou pas de ce parc d'équipements? Ou inversement, est-ce que vous n'en avez pas et du coup, vous manquez de visibilité sur ce parc? Est-ce que vous perdez régulièrement des objets ou du matériel dans l'activité que vous exercez et vos collaborateurs? Il y a tout un tas de questions clés comme ça qui peuvent se poser qui vont vous permettre d'identifier ce que j'appelle des leviers d'innovation Internet des objets et qui vont vous permettre de définir ce qu'on appelle un ROI. Quels sont les gains de productivité que je vais pouvoir faire en termes de performance opérationnelle versus quel chiffre d'affaires je peux développer en me différenciant de la concurrence et en proposant du service à mes clients ou à mes usagers. Merci Hélène. On a un petit peu débordé et on a plein de questions, donc je laisse tout de suite la parole. Merci bien. Oui, alors donc du coup, on va le faire, Thierry, en mode ping-pong. Alors je dis ça parce qu'on a peu de temps, mais il y a eu beaucoup de questions. Donc j'ai essayé de trier au mieux. Je vais vous demander des réponses très courtes du coup. Allez, on l'a fait comme ça. C'est un défi, mais... C'est un défi. Hein. Alors, première question autour de la concurrence. Concurrence, combien êtes-vous sur ce marché et allez-vous prendre un avantage concurrentiel immédiat? Nous sommes relativement peu nombreux sur ce marché, mais nous ne sommes pas les seuls. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des choix technologiques qui nous différencient des autres. Et j'espère de cette manière-là, on va réussir durablement sur notre activité. Dans la même veine, certains de vos concurrents ont-ils ou avaient-ils eu la même idée? Probablement. On ne s'estime pas plus intelligent que les autres. Je pense que très tôt, on a assumé le risque qui était autour des efforts d'investissement qu'il fallait faire. Et on a fait confiance, on s'est fait confiance sur notre compréhension de ce qu'étaient les enjeux métiers. Certains de vos clients ont-ils fait partie de votre réflexion dès le début du projet? Assez tôt, pas complètement au début, mais rapidement, on a interagi avec des clients pour affiner les orientations technologiques. Et rapidement, on a démarré des expérimentations qui nous ont beaucoup appris. Alors, une question quand même qui est importante. Je ne crois pas que vous y ayez répondu. Qui a piloté ce projet dans l'entreprise? Puisque c'est un projet à la fois technologique, un projet bureau d'études, un projet IT, quoi. Est-ce que c'est plutôt l'IT? Est-ce que c'est plutôt les BE qui ont piloté ça? C'est une excellente question parce que je pense qu'elle est extrêmement riche d'enseignements. C'est qu'en fait, c'est un des rares projets qui sont copilotés dans l'entreprise. C'est-à-dire que on a fait toutes les décisions qu'on a prises et tous les partages d'expérience, on l'a fait avec tous les protagonistes de l'entreprise concernés par le projet autour de la table. C'est-à-dire qu'il y a le bureau d'études, il y a le marketing, il y a les achats, et moi-même qui suis très impliqué dans le dans le développement commercial et dans les choix d'investissement. Et on a beaucoup d'autres projets de développement chaque année où on a des séances de travail très ritualisées, où chacun intervient, parfois on partage l'information. Là, sur ce modèle-là, on a fonctionné en équipe et on se retrouve sur des temps communs. Alors, allez, deux petites dernières pour la route. Je ne peux pas m'en empêcher, il y a vraiment des bonnes questions, hein. C'est vous-même qui le dites. Quel est le surcoût en pourcentage de la connexion de l'objet? Comme ça, allez, on ne va pas parler de prix, juste une idée. Si on compare au produit lui-même, alors si vous voulez, par rapport à notre activité, le surcoût est très important. Je fais la dernière. Parce que des distributeurs de savon ou de papier sont des produits qui se commercialisent entre 10 et 20 euros pour résumer. On amène de la technologie, de l'électronique et des éléments de communication dans un produit qui n'est pas cher. Lorsqu'on équipe une chaudière d'une carte de communication, ce n'est pas le même sujet. Donc nous, c'est très visible. Ce qui rajoute une nécessité à prouver la valeur pour l'utilisateur. Sinon, ça n'a aucun sens. Mais écoutez, déjà, c'est super pour les réponses très courtes. Une petite dernière, et je suis sûr que vous allez me répondre encore plus court parce que vous n'allez pas me répondre. Avez-vous déjà dans les cartons de nouvelles innovations de rupture? Oui. Eh bien voilà, on termine là-dessus. Merci. Et je transmets tout ça pour le fishbowl. Vous allez pouvoir poursuivre, il y a plein de questions. Merci beaucoup.